Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines de vos relations sont si compliquées? Vous vous êtes déjà senti isolé, sans personne à qui demander de l'aide? Et votre famille dans tout ça, vous vous entendez avec chacun d'entre eux? Dans cette première vidéo, je vous propose d'aborder la notion de lien social au travers du livre Les règles de l'entraide de Ségolène Petite. Dans son livre, Ségolène Petite regroupe l'ensemble des liens d'un individu dans un réseau d'entraide. Ce réseau est constitué de 7 groupes d'acteurs que sont la filiation, la fratrie, le ou la conjointe, la famille élargie, les amis, les collègues et les voisins. Chacun de ces liens répond à un entremêlement de statuts et d'affinités. Le statut s'accompagne de devoirs et d'avantages qui donnent au lien un caractère particulier. Des responsabilités plus élevées induisent des échanges plus nombreux et un lien plus durable. En général, les parents et le conjoint représentent les 2 statuts les plus forts pour chacun d'entre nous. Il est donc plus facile de solliciter leur aide en raison du rôle qu'ils représentent. Pour tester chacun des liens avec ces acteurs, les participants ont indiqué à qui ils demanderaient de l'aide dans différentes situations. Par exemple, à qui doit-on demander de l'aide lors d'une mutation professionnelle? Qui doit aider une personne à effectuer des travaux pour réaménager totalement une pièce de son logement? À qui peut-on se confier pour parler des difficultés et des inquiétudes vis-à-vis de ses enfants? Qui doit s'occuper d'une personne victime d'une maladie qui l'immobilise plusieurs semaines? Avec qui doit-on parler de ses soucis et de ses angoisses? Qui doit prêter une somme d'argent pour satisfaire un achat nécessaire? Avec qui doit-on parler de ses disputes répétées au sein de son couple? Qui doit s'occuper temporairement d'une personne âgée qui ne peut plus se prendre en charge? Et qui doit seconder une personne qui s'occupe de ses parents âgés? Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions et comparer vos réponses avec celles des participants qui vont s'afficher juste après. Ça vous permettra de voir si vous êtes dans la normalité ou si vous avez des particularités dans votre manière de demander de l'aide. Donc ici, on a le résultat regroupé dans un tableau. Sur la première ligne, on observe que parmi les 198 personnes interrogées, 30 d'entre elles considèrent qu'il faut demander conseil à ses parents lors d'une mutation professionnelle, 16 à la fratrie, etc. Si on fait la somme de chacune de ces lignes, on remarque que le total dépasse les 198, ça veut dire que les participants pouvaient donner plusieurs réponses par question. Je vous donne aussi la somme des appels globaux pour chacun des acteurs. Donc pour les parents, on a un score de 305, pour la fratrie, on a un score de 355, pour le conjoint 423, pour les enfants 312, pour les cousins 28, pour les voisins 30, pour les collègues 101 et pour les amis 361. Sur le podium des acteurs les plus sollicités, on a en première place le conjoint, suivi des amis, et enfin la fratrie. Bah tiens, contrairement à ce qu'on avait dit, on ne retrouve pas les parents sur ce podium. Pourquoi? Comme vous avez pu le remarquer, les parents et le conjoint ne sont un choix possible que sur 7 des 9 questions posées. Ça vient du fait qu'ils sont soit sujets, soit bénéficiaires de la demande d'aide, et dans ce cas, ils sont exclus des potentiels partenaires. Donc si on ramène le score des parents sur 9 questions au lieu de 7, et si on part du principe qu'ils seront autant sollicités, on a 9 divisé par 7 égale 1.285. On prend donc le score des parents et on ajoute 28,5%, on obtient 392. Les parents font donc bien partie des 2 figures les plus sollicitées du réseau. Si on applique la même correction pour le conjoint, on obtient un score de 543. On peut aussi voir que les parents sont le lien favorisé dans 2 situations, contre 1 pour la fratrie, prendre soin des parents justement, et 5 pour le conjoint. Maintenant qu'on a vu les différents acteurs et à quelle fréquence ils sont choisis, on va parler des règles des échanges au sein de ce réseau. Pour commencer, on va voir à quoi ressemble une transaction contractuelle. Si un individu B veut un objet ou un service d'un individu A qui a une valeur définie dans un médium universel, la monnaie, et qui peut être négocié, alors ils vont devoir se mettre d'accord sur un contrat d'échange qui explicite les conditions précises de la transaction, qui prendra effet immédiatement et dont l'exécution est connue à l'avance. Si l'ensemble de la chaîne est respecté, l'individu B va payer une contrepartie, en général financière, qui clôt l'échange. Au moindre doute, on se réfère au contrat qui est gage de vérité. On passe aux échanges sociaux maintenant. Vous allez voir, on inverse tout.
On a toujours deux personnes qui s'échangent un objet ou un service qui possède une valeur, mais elle est quantifiée dans une échelle personnelle cette fois, et elle est rarement, voire jamais négociée. Les conditions sont floues et il n'y a pas de contrat. La contrepartie a en général un autre échange, dans le sens inverse, de l'individu B vers l'individu A. Pendant ce temps, on considère que la transaction est ouverte. Pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un exemple. Prenons Hugo, 10 ans, qui est heureux d'avoir vu le dernier Batman avec son père, Jérôme. Pour son anniversaire, Jérôme compte offrir une figurine Batman à Hugo. Sauf que le jour de l'anniversaire, c'est le drame. Hugo préfère le Joker et déteste Batman. Jérôme, dont les oreilles saignent par les cris de son fils, comprend qu'une négociation est impossible. Résigné, il se rend au supermarché pour échanger la figurine. Sauf qu'entre-temps, Brigitte, la mère de famille qui connaît bien son fils, réussit à le consoler, et Hugo accepte de jouer avec Batman. De retour du supermarché, Jérôme est mis au parfum de la scène qu'il a ratée par Brigitte. Agacé, il aimerait que les choses arrêtent de changer pendant son absence. C'est Batman ou c'est le Joker qu'il veut à la fin ? Brigitte réussit à le convaincre de retourner une dernière fois au supermarché pour récupérer la figurine de Batman. À la fin de la journée, Jérôme, qui est fatigué par les allers-retours au supermarché, est quand même satisfait de voir son fils jouer avec sa figurine. Mais est-ce qu'Hugo est vraiment content de ce cadeau ? Eh bien, Jérôme ne le saura que quand ce sera au tour d'Hugo de rendre service à son père. On remarque que ces systèmes ne maximisent pas la même chose. Le système d'échange contractuel maximise la clarté, l'immédiateté et le comptage des objets échangés, alors que le système d'échange social maximise le nombre d'adjuvants, la durée des échanges et la confiance. Pourquoi ça maximise le nombre d'adjuvants ? Eh bien, comme la valeur des objets échangés est subjective, que les échanges sont le plus souvent ouverts et qu'on peut commencer de nouveaux échanges sans conclure les anciens, personne ne sait exactement ce qu'il doit et à qui, de sorte que tous les membres de la famille ou du réseau se retrouvent dans une situation d'endetté vis-à-vis du groupe. Une telle incertitude empêche également quiconque de solder ces échanges. Et pour la confiance, le don permet de tester l'honnêteté de son entourage et représente une sorte de mise à l'épreuve. Si les dons et les contre-dons ne sont pas satisfaisants sur les échelles de valeurs personnelles respectives, alors il n'y aura pas d'autre échange et la relation s'arrête. Un échange social équitable n'est donc pas tant un échange dont les différentes ressources données s'égalisent, mais plutôt un échange qui se poursuit sans mécontentement. Il faut aussi noter que dans la réalité, la morale, les codes sociaux, le temps, la personnalité des individus et leur histoire influencent ces règles d'échange. Un système aussi complexe demande donc de l'investissement pour respecter ces codes et satisfaire ses acteurs. Il y a une dernière notion que je trouve intéressante dans ce livre, c'est les typologies de famille de Keller-Holtz. À partir de plusieurs dimensions comme le degré de cohésion de la famille ou les logiques de régulation, Keller-Holtz va définir plusieurs styles de famille avec leur propre mode de fonctionnement. C'est un sujet intéressant pour comprendre certaines tensions qui peuvent exister au sein d'une famille. Je vous propose d'aborder cette notion dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo. On a abordé une modélisation du réseau social et ses différents acteurs. On a aussi vu dans quelle mesure ces acteurs sont sollicités dans différentes situations. Et on a schématisé les différences entre une transaction contractuelle et un échange social. Il y a plein d'autres notions intéressantes qui sont abordées dans le livre, comme la manière dont la classe sociale ou le genre influencent l'entraide, ainsi que les témoignages des participants sur la raison de leur choix. Ça permet de se rendre compte de la pluralité des liens et comment ça s'inscrit dans une histoire personnelle et familiale. Le lien du livre est en description. Si vous avez apprécié la vidéo ou que vous avez appris quelque chose, vous pouvez liker, commenter ou vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour aborder le sujet des typologies de famille de Keller-Holtz.